Nous allons commencer dans une minute. Juste une mini introduction pour vous expliquer comment sont préparées ces conférences pour les gens qui ont l'habitude de venir écouter le savent déjà. Euh, Elles sont élaborées selon trois disciplines. En d'autres termes, à partir de trois disciplines, on établit des ponts. Ce qui signifie qu'il y a la matière principale, qui est la psychologie, bien sûr, qui est l'étude du comportement, à partir de laquelle on va corroborer par des éléments neuroscientifiques. Donc, on va expliquer l'implication au niveau du cerveau et du système nerveux de ce qui se passe dans les comportements, de façon très brève, bien sûr. Et puis, de temps à autre, des ponts sont établis également avec le monde de la philosophie. Donc, pour étayer, enrichir le discours. Voilà, c'est un petit peu dans cet esprit euh, que sont préparés ces contenus et qu'ils sont transmis. C'est un peu un système intégratif, si vous préférez. Voilà. Alors, sans tarder, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous. Et je vais donc parler pendant environ 45 minutes à 1 heure. Et la parole sera donnée ensuite à la salle, aux personnes, pour qui souhaitera la prendre. Alors, comme vous savez, le TDAH, il est aujourd'hui l'un des diagnostics les plus évoqués lorsqu'il s'agit de difficultés scolaires ou même comportementales. Et pourtant, derrière ces quatre lettres, TDAH, il n'y a pas de réalité uniforme, mais une diversité de parcours, de visages et même d'histoires singulières. D'ailleurs, trop souvent, l'enfant est réduit à son trouble, comme beaucoup de patients sont malheureusement réduits à leur trouble. Quand quelqu'un a un trouble de la personnalité, on dit qu'il a un trouble de la personnalité comme si c'était son identité. Le trouble n'incarne pas la personne. Alors, en l'occurrence pour l'enfant, il est réduit ici à son trouble, comme si l'on pouvait enfermer toute sa richesse derrière une à l'intérieur d'une case médicale ou encore derrière une étiquette médicalisée. En fait, le constat est simple. Chaque enfant, qu'il soit ou non porteur d'un TDAH, peu importe, ça reste un être singulier qui est porteur de potentialité et de fragilité comme tout un chacun. Accompagner l'enfant dans sa singularité, c'est apprendre à dépasser ce tropisme du regard, pour le coup réducteur, c'est-à-dire voir au-delà des symptômes pour découvrir ce qui fait sa force, son originalité et parfois même sa créativité débordante, comme on le verra un peu plus tard. Comme vous le savez, on vit dans une époque où les discours sur la performance et la norme prennent une place considérable. On le voit au travers de la littérature, la panoplie de littérature du développement personnel, où vous avez des injonctions à tout va. Il faut être fort, il faut être courageux, il ne faut pas avoir peur, il faut, une série d'injonctions qui vous sont données, comme si il suffisait de faire pour être. Toujours est-il qu'on est dans une société qui exige de l'individu le meilleur de lui. Évidemment, ça culpabilise ceux qui sont un peu plus en retard, les plus vulnérables. Donc la performance et la norme prennent cette place considérable. Et la question qui se pose, c'est que devient un enfant qui ne se conforme pas à ces standards? Est-ce qu'il est voué à l'échec? Ou alors, peut-être qu'il nous appartiendrait de transformer pour le coup notre regard et d'inventer de nouvelles manières d'accompagner qui soient à la fois et cliniques, pédagogiques, mais surtout profondément humaines. Si l'on tente d'observer le TDAH sur le plan clinique, qui émerge d'ailleurs depuis l'enfance comme une espèce de force invisible, mais suffisamment retentissante. C'est-à-dire que le TDAH, il est capable de bouleverser des routines, de redéfinir les attentes et même d'exiger une attention soutenue de la part des parents qui en savent beaucoup
et même des éducateurs. Ce trouble, en fait, il est loin d'être un simple désordre de l'attention. Ça n'est pas banal. Il révèle toute une constellation de comportements allant de l'impulsivité à l'hyperactivité, en passant par une incapacité à maintenir une concentration prolongée sur une tâche spécifique, et parfois même dans un mouvement incessant, parce que l'enfant est souvent dans l'incapacité de rester immobile là où la situation l'exigerait qu'il soit. Le diagnostic du TDAH, il repose sur un cadre rigoureux scientifique qui combine à la fois des critères comportementaux qui sont précis, des évaluations cliniques qui sont multidimensionnelles. On doit non seulement s'appuyer sur des observations qui sont directes, mais aussi sur des questionnaires standardisés qu'on fait remplir par les parents, qu'on fait remplir par les enseignants et éventuellement d'autres acteurs qui gravitent autour de la vie de l'enfant. Quel en est le but? C'est justement de déchiffrer avec rigueur et méthode ce qui différencie d'abord ce qui constitue le TDAH de cet enfant, mais également ce qui différencie le TDAH des autres troubles psychologiques ou des comportements qui sont liés à des contextes spécifiques. Car voyez-vous, il arrive qu'il y ait de la comorbidité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un individu peut porter un symptôme d'une ou de plusieurs pathologies et qu'on retrouve d'ailleurs, ces mêmes symptômes sont retrouvés ailleurs dans différentes pathologies. Donc il est important de différencier, d'abord de savoir, de s'assurer que l'enfant a bien un TDAH et puis d'autre part qu'il n'y ait pas d'autres troubles euh, en lui. Et donc il est important de conserver à l'esprit aussi, concernant le diagnostic, il s'agit d'une fenêtre sur un esprit qui est en quête d'équilibre, un mélange de potentiel et de difficultés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un diagnostic n'est pas une étiquette figée, mais l'observation d'un sujet qui est en quête d'équilibre, qui est en recherche d'équilibre et qui met en lumière les difficultés auxquelles il est exposé. Seulement voilà, le diagnostic, c'est important, c'est absolument nécessaire, mais ça n'est que la première étape d'un long voyage, dans lequel parents et éducateurs vont se retrouver en première ligne. La palette thérapeutique pour le TDAH va des médicaments qui vont réguler les circuits dopaminergiques, c'est-à-dire les circuits de la récompense, la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui est sécrété par le cerveau et qui permet de réguler le système de récompense. Seulement voilà, cette dopamine fait un peu défaut, elle est carencée dans le cerveau du TDAH. Donc, on en parlera un peu plus tard, il y a une palette thérapeutique pour le TDAH qui va des médicaments, qui régulent les circuits dopaminergiques, à des approches comportementales comme les thérapies cognitivo-comportementales. C'est ce qui apporte le plus de résultats actuellement et qui rééduque les habitudes de pensée et les schémas comportementaux. Bien. Mais au-delà des stratégies cliniques, l'éducation et la compréhension jouent un rôle crucial, central. Le cadre pédagogique doit, le plus possible, s'adapter, et on verra que certains pays le font, doit s'adapter en offrant à la fois à l'enfant une structure, une flexibilité, et surtout pouvoir permettre à ces enfants-là, qui sont vulnérables, à, à leur talent de s'épanouir tout en atténuant les effets des symptômes tels que l'inattention ou l'hyperactivité. Alors, l'objectif qu'on se donne au travers ce temps partagé ensemble, c'est que vous puissiez non seulement comprendre davantage le TDAH, encore que il existe des parents étant, hélas, confrontés déjà à ce problème avec certains de leurs enfants, en connaissent davantage là-dessus que la moyenne, mais surtout, repartir avec une conviction forte, celle qu'accompagner un enfant dans sa singularité, c'est lui offrir non seulement un traitement ou une adaptation,
ça paraît évident, mais surtout un véritable espace de croissance et de reconnaissance de soi. Alors, allons un peu plus loin dans la compréhension du TDAH. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental qui est caractérisé par un triptyque qui est celui de l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Et ceux-ci vont interférer dans le développement de l'enfant ainsi que dans son fonctionnement quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble neurodéveloppemental? C'est un terme général qui désigne un groupe de conditions qui se manifestent depuis la petite enfance, avant l'entrée à l'école, et qui se caractérise par des difficultés dans le développement cognitif, comportemental et moteur. Or, ces troubles affectent le fonctionnement du cerveau. Comprenez bien, il ne s'agit pas de dire que ces troubles rendent la personne folle. Ce n'est pas ce que je dis du tout. Je dis simplement qu'il y a des altérations du cerveau qui se produisent à partir de ces troubles-là, et on en dira davantage tout à l'heure là-dessus. Mais à l'inverse, un dysfonctionnement ou une altération de certaines zones du cerveau vont impacter sur le comportement du sujet au point d'engendrer des répercussions sur divers aspects de la vie quotidienne, et notamment les apprentissages, les interactions sociales et les habiletés motrices. Il résulte donc une interaction complexe entre des facteurs innés, génétiques si vous préférez, et acquis, c'est-à-dire des facteurs environnementaux. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait engendrer chez une maman de mettre au monde un enfant TDAH? Il peut y avoir des complications pendant la grossesse, du type une infection ou une exposition à des toxines, de la malnutrition, l'alcoolisation de la maman, ou encore des stress récurrents durant la gestation, ou encore enfin des complications à la naissance. Donc tout ceci pourrait constituer des facteurs environnementaux qui pourraient donner naissance à un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Il existe différents profils, et en ce sens, l'individu est complexe. Il existe différents profils de TDAH, c'est-à-dire qu'on peut avoir une prédominance inattentive, une prédominance hyperactive impulsive, voire même une présentation mixte. Et cette hétérogénéité, elle rend d'autant plus nécessaire une approche individualisée de ce trouble. Et lorsqu'on compare le cerveau du TDAH avec celui d'un sujet sans TDAH, les recherches en neurosciences montrent des différences développementales du cortex préfrontal, c'est-à-dire cette partie avant du cerveau, et des réseaux frontostriataux qui sont impliqués dans la régulation émotionnelle et exécutive. On expliquera un peu plus tard quelles sont ces différences-là. Bien sûr, ces variations n'impliquent pas une déficience absolue, mais plutôt un décalage ou une organisation différente des circuits cognitifs. Retenez bien ceci, l'enfant TDAH n'est pas déficitaire, en dépit même de ce qu'indique le titre, trouble du déficit de l'attention. Il n'est pas déficitaire, c'est un enfant dont le système attentionnel fonctionnent selon d'autres rythmes et d'autres priorités, ce qui signifie que leur cerveau ne traite pas l'information de la même façon que celui d'un enfant sans TDAH. Par exemple, l'activation des régions du cortex préfrontal qui régulent l'attention, la planification, l'inhibition, c'est-à-dire le contrôle de l'inhibition, c'est-à-dire la maîtrise de soi, eh bien, il peut être moins rapide ou moins stable. Les circuits qui gèrent la récompense, comme la dopamine, vont fonctionner sur un mode beaucoup plus immédiat. Et on le sait très bien, on le voit dans le comportement de l'enfant. Aussitôt qu'une idée lui vient à l'esprit, il veut absolument la réaliser, en obtenir un résultat. L'impulsif, le TDAH, n'attend pas.
il veut une réponse dans l'instantanéité. Et enfin, l'attention, elle peut être fluctuante, volatile. Il lui est difficile de maintenir une attention hyper focalisée sur une tâche qui lui paraît peu stimulante. En même temps, il peut avoir une attention qui est hyper focalisée sur quelque chose qui l'intéresse, qui l'interpelle. La conséquence de ça, c'est que le TDAH affecte en effet la vie scolaire, la régulation émotionnelle et l'estime de soi. Mais il peut aussi s'accompagner de qualités comme la créativité, la curiosité, l'énergie ou même la pensée divergente. On y reviendra un peu plus tard. On expliquera les choses en détail. Il suffit finalement qu'il soit placé dans un autre environnement pour que ces mêmes éléments qui constituent des handicaps soient pour le coup des ressources ou des potentiels qui soient extraordinaires. Et ça, c'est selon les situations. Juste, pardon, une statistique. En 2023, on estimait que la prévalence globale du TDAH, je parle du monde occidental, elle oscillait entre 5 et 7 chez les enfants et 2, pardon, à 4 chez les adultes. En Israël, la prévalence, elle avoisine environ, c'est une fourchette assez large, entre 5 à 10 euh, pour les enfants d'âge scolaire, c'est-à-dire dont l'âge est compris entre 6 et 18 ans. Et plus précisément encore, entre 7 et 9 ans, elle est estimée à 9,5% pour la population juive en tout cas. Pour la population arabe, elle est inférieure, elle est estimée à 7,35%. Comment explique-t-on cette disparité entre population juive et population arabe? C'est tout simplement que la population juive conduit beaucoup plus et fait beaucoup plus de prévention en matière de TDAH que la population arabe. C'est ce qui fait que la statistique est beaucoup plus élevée. Alors, il se pourrait que ce soit les mêmes statistiques ensuite qui se rejoignent si on a le même taux d'individus qui consultent, ou alors supérieur ou alors inférieur. Alors, parlons maintenant du regard clinique, un regard qui doit accompagner sans réduire. Dans la pratique clinique, le risque majeur est de réduire l'enfant à son trouble. Comme je vous disais au départ, l'enfant ne peut pas être identifié par rapport à son trouble. Ce serait beaucoup trop réducteur. Or, la subjectivité de l'enfant doit rester au centre de l'évaluation et de l'accompagnement. Et puisqu'il en est ainsi, il conviendrait alors d'élaborer un profil ou encore d'élaborer une cartographie des caractéristiques de son TDAH. C'est-à-dire, y a-t-il davantage d'inattention? Y a-t-il davantage d'impulsivité? Etc. Et j'en profite pour que nous nous accordions sur les définitions de ce que nous entendons par inattention, impulsivité et hyperactivité. Parlons de l'inattention. Lorsqu'on parle d'inattention, c'est la réactivité d'une personne aux stimuli sensoriels qui sont non pertinents. Par exemple, je suis concentré à écrire quelque chose et j'entends une porte qui claque, je m'arrête immédiatement de travailler pour aller m'enquérir de ce qui s'est passé, ce qui a occasionné ce claquement de porte. Ça dénote d'une inattention. C'est aussi la difficulté au maintien d'une attention soutenue sur une tâche pendant une période de temps prolongée sans être distrait. Et enfin, c'est l'effritement rapide de la concentration par rapport à une tâche avec l'affichage d'une fatigue mentale. C'est donc un déclin attentionnel de l'efficacité attentionnelle qui intervient quelques minutes après l'amorce d'une tâche. Ce qui porte à penser que l'attention, finalement, peut être volatile chez le TDAH. Alors, comment l'expliquer neurobiologiquement? Il y a en effet chez lui un problème de concentration de la dopamine. La dopamine, c'est ce qui permet la régulation du système de récompense, c'est-à-dire vous exercez une activité qui vous fait plaisir, votre cerveau sécrète de la dopamine, vous avez envie de prolonger cette activité ou de la réitérer. Bien.
Seulement, cette dopamine, elle fait cruellement défaut. C'est pas qu'il en manque totalement, c'est qu'il en manque un peu chez la personne TDAH. Et c'est la raison pour laquelle on va lui proposer, lorsque une chimiothérapie lui est suggérée, c'est-à-dire des médicaments, on va lui suggérer des stimulants euh, de la méthylphénidate vendue sous le nom de Ritaline, qui est également un stimulant, et qui va agir en augmentant le temps de concentration dans les neurotransmetteurs du niveau de dopamine et de la noradrénaline dans le cerveau. Et en effet, ces deux neurotransmetteurs sont essentiels pour la régulation de l'attention et du contrôle des impulsions, c'est-à-dire la maîtrise de soi. L'impulsivité, qu'est-ce qu'on entend par impulsivité? Pour le dire simplement, c'est la tendance à agir précipitamment. Pas n'importe comment, c'est-à-dire on va agir précipitamment aux sollicitations sans prendre le temps d'écouter la réponse de l'autre, sans évaluer correctement la situation, sans considérer les conséquences ou anticiper les éventuelles conséquences négatives, destructrices, voire parfois même dangereuses. Sénèque disait d'ailleurs à ce propos, sans stigmatisation vis-à-vis du TDAH, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs, il disait que la précipitation, c'est l'œuvre des insensés. Pourquoi insensés? Parce qu'ils ne mesurent pas la conséquence avant d'agir. Comment l'expliquerait-on sur une perspective purement comportementale? L'une des caractéristiques clés du TDAH, c'est une recherche accrue de la gratification immédiate. Quand il entreprend une action, il a besoin d'obtenir un résultat ou une récompense dans l'instantanéité. Par contre, il n'est pas capable d'attendre que la récompense soit différée, même si cette récompense était plus importante. Si par exemple vous dites à un enfant, écoute, je vais te donner une barre de chocolat si tu fais cet exercice, mais par contre, tu auras une barre de chocolat, tu auras toute la tablette si jamais tu attends 1 heure et que tu fasses l'ensemble des exercices, il préférera obtenir la petite barre de chocolat plutôt que d'obtenir la tablette qui suppose pour lui d'attendre 1 heure et de faire l'intégralité des exercices. Il est en quête de gratification dans l'instantanéité. Neurobiologiquement, eh bien, le cortex préfrontal qui est responsable de la maîtrise de soi, donc du contrôle de l'inhibition des réponses impulsives et de la prise de décision, est beaucoup moins activé. Ou encore, on estime qu'il y a une connectivité qui est altérée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que soit certaines connexions neuronales peuvent être moins nombreuses, ou bien le signal se transmet moins bien entre les neurones, ce qui ralentit ou perturbe la communication entre différentes régions du cerveau. Soit alors, il y a une hyperconnectivité, c'est-à-dire de nombreuses connexions neuronales, et à partir de là, eh bien, ça fait une communication qui est excessive, intense dans certaines régions du cerveau, et ça peut entraîner une réponse émotionnelle paroxystique, c'est-à-dire des stress. Et ça pousse à la réaction, ça inhibe ou ça entrave la pause ou la réflexion avant d'agir. Alors là aussi, les niveaux de dopamine qui sont impliqués dans la régulation du comportement impulsif sont souvent inférieurs à la normale, et ce déficit de dopamine, il peut diminuer en effet la capacité du cerveau à freiner les impulsions. Et enfin, le dernier du triptyque, c'est l'hyperactivité. L'hyperactivité vient de hyperkinésie, c'est-à-dire constamment en mouvement. Et donc l'activité motrice, elle présente euh, motrice et bruyante en même temps. Elles ont la particularité d'être excessives, inappropriées pour le niveau de développement et par rapport également à des situations. Donc l'enfant va bouger, il va s'agiter sur sa chaise, il ne va pas arrêter de parler, etc. Alors que la situation et va exiger de lui, par exemple, qu'il reste calme, qu'il reste assis, qu'il ne bouge pas, qu'il ne parle pas avec son voisin, etc. Mais il ne parvient pas à contrôler cela. Et c'est comme pour l'impulsivité, l'hyperactivité, c'est lié à une difficulté d'inhibition. Or, inhiber les comportements moteurs, qui sont non adaptés, c'est compliqué pour le TDAH, même lorsque les circonstances l'exigent. Cicéron disait à ce propos, Cicéron c'était un empereur romain qui est également philosophe,
il disait la chose suivante: la tempérance est la vertu qui modère les désirs et maintient la raison dans sa souveraineté. Alors, comment l'explique-t-on? Comment explique-t-on ce manque de tempérance sur le plan neurobiologique? Eh bien, par un déséquilibre dans la transmission noradrénergique de la noradrénaline. Et ça pourrait compliquer la régulation de l'excitation, ce qui se manifeste par une agitation qui est excessive, une incapacité à rester calme ou immobile. Bien. Alors, je vous ai brossé un tableau clinique du TDAH. Alors, comment, au regard de ce tableau qui est chargé, qui peut d'ailleurs apeurer l'entourage, et certains le sont déjà lorsqu'ils le vivent, entreprendre malgré tout d'accompagner cet enfant sans se montrer réducteur? Je dirais que la tentation, entre guillemets, est trop grande parce que c'est pas vraiment la tentation, mais l'individu, le parent, celui qui vit avec cet enfant TDAH, il est constamment interpellé. Il doit intervenir, même quand il ne le souhaite pas. Et parfois, l'enfant le mène à bout. Donc, il lui est difficile de se contrôler aussi. Et pourtant, malgré cela, comment continuer à accompagner cet enfant sans être réducteur vis-à-vis de lui? Comment continuer de croire qu'un chemin est envisageable après avoir été submergé par tant de raz-de-marée d'expériences? Alors, accompagner un enfant qui a développé ce trouble, ce n'est pas seulement tenter de diminuer ses symptômes visibles, mais c'est aussi et surtout préserver sa dignité et son identité et sa singularité. Que signifie ne pas réduire? Ça signifie refuser de le considérer uniquement au travers le prisme du trouble, mais par contre, de reconnaître en lui un sujet à part entière qui est doté de compétences, de désirs et de potentiel évolutif. Alors, les approches cognitivo-comportementales, elles constituent une aide précieuse, il faut bien le reconnaître. C'est d'ailleurs ce qui apporte le plus de résultats probants, parce que ça fournit des outils concrets pour travailler sur la régulation des émotions, la gestion de la frustration ou encore même l'organisation du quotidien. Les programmes de formation parentale, pardon, sont importants, tels que, alors on en propose quelques-uns, je vous en parlerai tout à l'heure. Ils démontrent que l'apprentissage de stratégies de renforcement positif et de structuration des routines améliore significativement la qualité de vie familiale et puis la vie aussi de l'enfant qui vit ce trouble. Et ces méthodes, justement, permettent non seulement d'apaiser l'environnement de l'enfant, mais également d'apaiser l'environnement familial, ce qui favorise ensuite une meilleure disponibilité cognitive et affective. Seulement, voilà, une vision qui serait strictement comportementale, elle serait inexhaustive, incomplète. Les approches intégratives, elles nous rappellent la nécessité de valoriser ce que l'enfant a de singulier, c'est-à-dire sa créativité débordante, son imaginaire fertile, son sens de l'humour parfois, et même sa sensibilité affective. Et le fait d'apporter une reconnaissance et une mise en lumière de ces ressources, ça constitue des leviers essentiels de développement et de résilience. Ce qui veut dire ici que la relation thérapeutique, elle est centrale. Elle agit comme un espace sécurisant où l'enfant peut enfin se sentir reconnu au-delà même de ses étiquettes. C'est un espace de parole qui lui est offert et il peut l'exprimer. Il peut la libérer. Les expériences scolaires qui sont, elles, ponctuées d'échecs, qui se répètent, qui sont itératifs, les remarques négatives des enseignants, les reproches constants des parents qui sont totalement excédés, ça crée des blessures narcissiques qui sont profondes et qui fragilisent ou écornent l'estime de soi de l'enfant. Alors, lorsqu'il entre en thérapie, en effet, pour les enfants qui sont pris en charge,
bien, il y a un regard bienveillant du soignant qui va accueillir cet enfant tel qu'il est. Et ça joue un rôle réparateur. Être accepté tel que l'on est, c'est la première condition pour pouvoir changer. Donc, accompagner cliniquement l'enfant TDAH revient donc à opérer un double mouvement qui est celui d'atténuer les vulnérabilités et de renforcer les assises identitaires. Qu'est-ce qu'on entend par atténuer les vulnérabilités? Ça revient tout simplement à œuvrer pour faire régresser l'anxiété, faire régresser l'isolement, le découragement face aux difficultés relationnelles et scolaires. Et renforcer les assises identitaires, ça permet à l'enfant de se voir autrement que comme un enfant problématique. Et ça permet de l'aider à construire une image de soi qui soit beaucoup plus cohérente, positive et porteuse d'avenir. Alors, faut pas se méprendre là-dessus, je ne suis pas en train de nier la réalité du trouble, mais simplement d'altérer sa propre perspective. C'est-à-dire que l'enfant TDAH n'est pas défini et ne doit pas être défini par ses manques, mais par son potentiel à être accompagné, soutenu et même valorisé. Et donc l'acte clinique devient ainsi un acte éthique. Pourquoi? Parce qu'il redonne à l'enfant le droit d'exister autrement que par le déficit, que dans le déficit ou la minoration de soi. Et je vais vous illustrer la chose par un cas précis. Deux cas précisément même. Le premier est celui de Nathan, qui est un enfant de 9 ans, qui a été orienté en consultation par son école. Quand on lit le rapport de l'enseignante, elle décrit cet enfant comme dissipé, incapable de rester assis, toujours dans la lune. À la maison, ses parents parlent d'un enfant qui est épuisant, qui se disperse dans mille activités sans jamais en achever aucune. Son bulletin scolaire, vous vous en doutez, il souligne surtout des difficultés à se concentrer, des erreurs d'inattention et des devoirs le plus souvent incomplets. Bref, il y a un tableau ici qui est noirci. Lors des premiers entretiens, Nathan apparaît comme un enfant vif, curieux, mais profondément découragé. Quand on lui demande ce qu'il aime, il baisse la tête et il murmure: bah rien, de toute façon, je rate toujours tout. Estime de soi écornée. Plus l'envie de continuer à travailler ou à se battre. Et derrière l'agitation se révèle une estime de soi qui est profondément fragilisée. Peu à peu, au fil des séances, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a un détail qui émerge. Nathan adore construire des fusées avec des Legos, passer des heures à imaginer des scénarios d'exploration spatiale, alors que l'école, elle, elle pointe du doigt son incapacité à rester concentré. Alors on ne comprend pas, et les parents ne comprennent pas. Surtout qu'il peut rester plongé dans son univers à lui, de construction de Lego, pendant de très longues heures, alors que sur le plan scolaire, il n'est pas capable de se concentrer. Alors ça interroge. Ce contraste, il permet justement de travailler avec lui et ses parents sur la notion de focalisation sélective. Ce n'est pas ce qu'il ne sache pas se concentrer, mais qu'il a un besoin d'un environnement qui stimule son intérêt et son imaginaire. Alors, on met en place des stratégies avec ses parents qui consistent à implanter des routines beaucoup plus claires qui sont appuyées de renforcement positif. À l'école, l'enseignante accepte très gentiment de lui proposer, après certains exercices, des moments où il peut s'exprimer, expliquer ses inventions devant la classe. Et Nathan retrouve alors une place valorisée qu'il n'avait plus, qu'il n'a jamais eue d'ailleurs, où sa créativité devient du coup un atout plutôt qu'une source de sanction. Et 3 mois plus tard, on observe une attitude transformée. En effet, il continue à bouger, à parler parfois même trop vite, mais il ne dit plus par contre qu'il rate toujours tout. Il parle de ses projets, de ses réussites, et même il ose parler d'avenir.
Un jour, il me dit, j'ai une tête qui marche autrement, mais elle marche bien. Et il avait raison. Alors la conclusion à tirer de cet exemple, c'est qu'accompagner un enfant TDAH ne consiste pas seulement à corriger un déficit, mais à reconnaître ses forces, à transformer un symptôme ou des symptômes en ressources. Et Nathan n'est plus seulement l'enfant dissipé, il devient celui qui invente et qui rêve grand. C'est extraordinaire finalement. On a du coup utilisé ces ressources qui étaient qui se montraient problématiques dans un environnement, en l'occurrence l'environnement scolaire, en les transposant dans un autre environnement où sa créativité pouvait être mise à l'épreuve, il a brillé. Donc je répète, il y a la notion de focalisation sélective et je m'en expliquerai tout à l'heure par les neurosciences. Qu'est-ce qu'elles nous enseignent en la matière? Deuxième cas, il s'agit du cas de Léa. C'est une petite fille de 7 ans qui vit avec ses deux parents et son frère aîné. Alors là aussi, chaque soir, c'est la même scène qui se répète depuis des années, des devoirs interminables. Je pense que certains parents ici en savent quelque chose. Une agitation permanente, des cris, un sentiment d'épuisement qui est partagé par toute la famille. Les parents y décrivent leur fille comme ingérable, toujours en train de s'opposer et avouent finir par se fâcher systématiquement, c'est-à-dire procèdent à la punition. Seulement voilà, la punition ne procure pas l'effet escompté non plus. Donc la maison, elle devient un champ de bataille et la culpabilité s'installe de partout, aussi bien au niveau de Léa qu'au niveau de ses parents. Les parents se sentent dépassés et Léa se sent rejetée. Lors de nos rencontres, en effet, j'observe que derrière cette agitation du soir se cache en réalité une fatigue cumulative et une anxiété latente chez Léa. Alors en effet, après l'école, son énergie déborde, la perspective, par contre, de devoir faire ses devoirs et de rester assise encore pour se forcer à être concentrée, ça génère en elle une tension et un stress. Et dans ce contexte, la spirale négative entre elle et ses parents s'auto-alimente. Elle demeure stressée d'avoir à s'asseoir pour se concentrer et faire ses devoirs, et les parents sont stressés de voir Léa ne pas être capable de pouvoir faire ses devoirs. L'un tiraille l'autre. Léa dit qu'elle ne veut pas faire ses devoirs et elle jette son cahier, et les parents sont excédés, ramassent le cahier et le lui reposent sur la table en lui imposant de faire les devoirs avec force. Donc les deux ne s'entendent plus parler. Alors on se met à travailler ensemble pour mettre en place des rituels familiaux qui soient un peu différents de ce qui se fait. C'est-à-dire qu'avant les devoirs, Léa va bénéficier de 20 minutes d'activité physique qu'elle va choisir. Ça peut être de la danse, de la trampoline, une promenade, etc. Les tâches, celles des devoirs par exemple, vont être fractionnées en petites étapes de 5 minutes, pas plus, avec un système de renforcement positif, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle a accompli sa tâche durant 5 minutes, on va la valoriser. Et puis les parents apprennent du coup à souligner chaque réussite, même minime soit-elle, plutôt que de pointer du doigt les échecs. Et au bout de quelques semaines, qu'est-ce qu'on constate? Que le climat familial change, les soirées ne sont pas devenues parfaites, mais elles ne sont plus un champ de bataille tel qu'il a été décrit au départ. Les parents reconnaissent que Léa a besoin d'un espace pour libérer son énergie avant de se mettre au travail, mais Léa, de son côté, elle se sent moins critiquée et davantage encouragée. Alors un jour, sa mère me dit, nous avons compris que ce n'était pas Léa contre nous, mais Léa avec nous. Et en effet, c'est ce qu'il convient de faire. Ça n'est pas des parents contre l'enfant, mais des parents qui font bloc avec l'enfant, qui constituent une synergie avec l'enfant pour pouvoir l'aider à dépasser le trouble. Et je reconnais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais simplement c'est une question de discipline et de méthode.
et bien sûr de beaucoup de patience. Alors la conclusion à tirer de cela, de cette espèce, de ce cas, ça illustre combien l'accompagnement familial est impérieux au motif que le TDAH ne se limite pas à l'enfant, il touche l'ensemble de l'écosystème familial. Et donc en travaillant sur les routines, le regard parental et les interactions, eh bien, on restaure non seulement le climat éducatif, mais aussi la qualité du lien affectif qui est prépondérante. Alors, quand on parle de TDAH, on parle également d'école, bien sûr. Et l'école, c'est censé être un lieu d'éveil et d'épanouissement. Seulement pour le TDAH, ça devient souvent un espace de tension pour l'enfant. Et là où l'institution exige une concentration prolongée, une gestion du temps, une production écrite, eh bien l'enfant se heurte à ses fragilités et il est mis en échec parce qu'il n'y arrive pas. Et dans ce contexte, les évaluations scolaires ne se mesurent plus tant à pardon, ne mesurent plus tant son potentiel réel que son degré de conformité à une norme qui lui est difficilement accessible. Un pédagogue français qui s'appelle du nom de Philippe Mérieux, en 2007, il rappelait avec force que l'acte éducatif ne consiste pas à faire entrer l'élève dans un moule unique, mais justement à inventer des voies différenciées d'accès au savoir. C'est-à-dire que l'enfant doit certes tenter de s'adapter aux contraintes de l'école, même si c'est pas facile, mais il est celui que l'école doit accueillir dans sa singularité pour lui permettre de grandir. Et pour cause, il existe des systèmes dans certains pays, et je vous citerai un seul cas, celui du Royaume-Uni, où on a mis en place un environnement justement pour favoriser ces enfants qui sont vulnérabilisés. En 2018, il y a eu un document qui est sorti avec des recommandations scientifiques cliniques officielles qu'ils ont appelées les NICE Guidelines. Et en effet, au travers de ce document, il y a une série de préconisations, je vais vous en citer 4 essentiellement, qui permettent des ajustements concrets. Premier élément, c'est que l'environnement scolaire doit être adapté. C'est-à-dire que positionner l'élève dans un lieu moins exposé aux distracteurs visuels ou sonores, mais proposer des supports visuels qui soient structurés, comme des tableaux de progression de l'enfant, des pictogrammes, etc., qui permettent à l'enfant de progresser plus facilement en fonction de ses vulnérabilités, et puis permettre aussi l'utilisation d'outils numériques tels que des tablettes. Alors, ça, en effet, ça se fait déjà dans pas mal de pays. Je parle de l'utilisation des tablettes. Par ailleurs, il faut proposer une segmentation des tâches, c'est-à-dire qu'il faut offrir à l'enfant la possibilité de fractionner un exercice lorsqu'il lui paraît long, en étapes courtes, assorties d'objectifs clairs et atteignables. Et ça réduit en lui la surcharge cognitive et ça, bien sûr, ça augmente la probabilité de réussite. Et là aussi, ce sont des études qui nous montrent que quand on met en place ce type de segmentation-là, ça marche, ça aide, ça favorise justement la réussite de ces enfants-là qui sont vulnérabilisés. Et puis par ailleurs, l'importance de favoriser l'apprentissage actif et multisensoriel. L'enfant TDAH, il retient mieux il manipule les objets, par exemple, lorsqu'il bouge, lorsqu'il peut expérimenter. Il est comme ça. Eh bien, les approches kinesthésiques, l'utilisation de la couleur, des cartes mentales ou des projets collaboratifs s'avèrent particulièrement efficaces. Donc là, il y a une adaptation de l'environnement scolaire par rapport à l'enfant et qui l'aide justement à apprendre. Et puis, enfin, valoriser les études, c'est-à-dire que chaque réussite, minime soit-elle, devient un levier de motivation et d'estime de soi. On sait qu'à l'inverse, justement,
l'accumulation des critiques et le découragement. Ça nourrit le découragement et l'opposition de l'enfant. Donc, on aimerait également qu'en Israël, il y ait ce genre de choses, ou en France même, euh, que ce soit que cette forme de guideline, de nice guidelines soit instituée et ne se limite pas, comme on l'a ici dans ce pays, au simple diagnostic. En Angleterre, on propose non seulement un diagnostic, mais également un traitement et des recommandations pour l'école. Et ça aide considérablement les enfants qui sont en carence. Alors, ce regard inclusif, il suppose aussi une alliance entre école et famille, comme le montre d'ailleurs une étude de 2015, que la cohérence éducative entre enseignants et parents, ça améliore significativement les trajectoires scolaires des enfants TDAH. Quand le discours de l'école rejoint celui de la maison, les encouragements, la clarté des attentes, la valorisation des efforts, eh bien, l'enfant progresse non seulement en performance scolaire, mais aussi en confiance en lui. Et l'UNESCO, d'ailleurs, dans un rapport de 2020, prône et encourage cette éducation inclusive en disant que c'est non seulement un droit, mais c'est également une opportunité pour l'école de devenir un lieu où chaque différence enrichit le collectif. Alors je vois venir certains avec certaines critiques, et on va en parler, mais je termine avec ça. L'enfant TDAH ne doit pas être vu comme un fardeau à gérer, mais comme un acteur de la diversité au sein de la classe. Et donc, l'école inclusive est celle qui transforme la différence en ressources et qui enseigne à chaque élève que la valeur d'un groupe se mesure à sa capacité à accueillir toutes les singularités. Alors, pour accompagner l'enfant dans sa singularité, comme d'autres formes de disparité cognitive, il ne devrait pas être perçu comme une anomalie à corriger, mais comme une variation naturelle du fonctionnement humain. Autrement dit, ce qui a longtemps été qualifié de déficit peut être envisagé comme une organisation particulière qui est porteuse de fragilité, mais également de ressources insoupçonnées. Alors ce n'est pas être porteur d'une pensée positive que de dire cela, c'est avoir un regard porté sur le réel avec l'aide précieuse que nous procurent les neurosciences. Et je vais m'en expliquer. Nous savons d'ailleurs, grâce aux IRM, sur le cerveau, que le cortex préfrontal, je vais vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le cortex préfrontal du TDAH et le cortex est impliqué dans l'attention, l'inhibition, la planification, etc., présente un développement lent et asynchrone par rapport à la norme chez le TDAH. Les circuits frontostriataux et le cervelet, qui sont liés à la régulation motrice et attentionnelle, ça montre ou affiche une variation des connectivités. Ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'ils sont plus lents ou plus rapides, mais plutôt une organisation qui est atypique. C'est-à-dire que certaines connexions sont moins efficientes et ça ralentit le contrôle attentionnel, l'attention. Et ça ralentit l'inhibition, ça ralentit le principe de maîtrise de soi. Donc, et puis enfin, le système dopaminergique, le système qui régule la récompense, il fonctionne également différemment. Ça, c'est le tableau clinique du TDAH. Mais ces mêmes caractéristiques qui sont replacées dans un contexte autre, ça peut devenir des atouts. Par exemple, parlons de réactivité élevée, et on le sait, elle est élevée chez le TDAH puisqu'il est impulsif. Eh bien, mis dans un autre environnement, il peut y avoir une capacité d'adaptation dans des situations qui sont changeantes. Imaginons par exemple une sortie scolaire et il y a un enfant qui se blesse. Beaucoup d'élèves vont rester figés ou vont essayer d'aller chercher un adulte. L'enfant en TDAH, qui est souvent décrit comme impulsif, il va réagir immédiatement. Il va courir chercher de l'aide ou peut-être même improviser une solution. Et donc, ce qui est vécu comme une impulsivité en contexte scolaire classique
comme le fait d'interrompre, de bouger sans autorisation, devient, dans ce cas précis, une capacité d'adaptation qui est immédiate à une situation qui est imprévue. Et en neurosciences, cette vigilance accrue aux stimuli et de l'environnement est liée à une activité plus fluctuante du cortex préfrontal et des circuits attentionnels. C'est-à-dire que l'enfant capte extrêmement rapidement les changements, ce qui peut gêner dans un contexte routinier en effet, mais ça peut s'avérer être une aide précieuse dans d'autres contextes, ou en tout cas dans un contexte d'urgence. Autre exemple, la recherche de stimulation. On le sait, l'enfant TDAH recherche en permanence la stimulation. Mais on peut voir ça différemment. Ça génère également de la créativité, de la curiosité et de la pensée divergente. Et en effet, imaginons un cours d'art plastique, l'enseignant demande aux enfants de dessiner une maison. Alors tout le monde va s'y atteler en faisant un triangle, un carré en dessous, un autre rectangle à côté, avec des fenêtres qui sont représentées par une croix à l'intérieur d'un carré. Bon, bah, très bien. L'enfant TDAH, lui, va s'ennuyer dans cette représentation. Et donc, pour stimuler son intérêt, il va commencer à ajouter peut-être des détails inattendus en suspendant une maison à un arbre, des fenêtres, en dessinant des fenêtres en forme de planète, un toit pointu en forme de fusée, etc. Et donc, ce qui était initialement une difficulté à rester dans le cadre va se transformer ici en une pensée créative, divergente. L'enfant ouvre de nouvelles perspectives, il explore d'autres possibilités. Et donc, en neurosciences, ce phénomène s'explique par une plus grande variabilité des réseaux de neurones attentionnels et une tendance à rechercher des stimulations nouvelles. Et ce besoin de nouveauté, justement, qui peut poser problème pour rester concentré sur des tâches monotones, devient un atout majeur dans des situations où la créativité est exigée. Alors, il en est de même pour l'hyperfocalisation, qui est sélective, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, les neurosciences nous parlent ici de neuroplasticité contextuelle, c'est-à-dire que selon l'environnement, un même mode de fonctionnement peut se traduire par un échec ou alors par une réussite remarquable, selon si l'environnement paraît stimulant pour cet enfant TDAH ou non. Et donc, ce que nous appelons trouble du coup est peut-être avant tout l'expression d'une norme sociale, celle de l'école, du travail, de la productivité, face à laquelle certains enfants se trouvent en total décalage. Mais que fait-on dans le contexte de variabilité des profils? Aujourd'hui, la neurodiversité, elle s'est largement répandue dans la société, parfois même sous une forme simplifiée qu'on désigne comme neurodiversity light, où on met en avant certains talents particuliers. Et à ce propos, dans une interview que donnait Bill Gates au Times en janvier 2025, donc il y a quelques mois, il affirmait qu'il n'aurait jamais voulu changer sa neurodiversité, car c'est grâce à elle qu'il a pu nourrir sa capacité d'innovation. Alors ce discours est très inspirant, en effet, mais il comporte également des risques, c'est-à-dire celui d'occulter les besoins pour ceux pour qui la neurodivergence s'accompagne de grandes vulnérabilités et qui nécessitent un soutien beaucoup plus important. Alors, il y a deux registres ici qui apparaissent, celui de la valorisation, qui célèbre des profils d'exception, et celui du soutien, qui défend le droit à l'aide et à l'inclusion. Et l'idée, c'est justement d'éviter la tentation de hiérarchisation, c'est-à-dire ne pas opposer les génies créatifs aux enfants les plus fragiles, qui sont perçus parfois comme un poids pour l'école et même pour la société dans son intégralité. Donc, ce qui compte, c'est finalement, et je paraphrase Lévinas, c'est reconnaître l'autre, non pas en le comparant ni en le classant, mais en l'accueillant dans son altérité irréductible. Et donc, la neurodiversité, elle appelle à une éthique de la diversité cognitive. Les personnes qui ont des habiletés exceptionnelles doivent pouvoir continuer de s'épanouir pleinement, sans être freinées,
ni être ralenties, mais celles qui rencontrent des difficultés, elles doivent aussi bénéficier d'un accompagnement renforcé sans qu'elles soient pour autant stigmatisées. Et donc, l'inclusion ne signifie pas uniformiser, mais créer des environnements où chacun peut se développer et peut développer ses propres capacités. Et donc, la tâche de notre époque, c'est donc d'inventer cet équilibre. Et c'est un équilibre qui a besoin d'être travaillé en permanence, où on offre à chacun, selon ses besoins, la possibilité de se réaliser. Et en ce sens, ce n'est pas d'être supérieur aux autres qui compte, mais c'est surtout d'être capable de se dépasser. Et pour ça, il faut qu'on en ait les moyens quelque part. Il faut que l'environnement procure certains moyens pour que les personnes puissent se dépasser. Alors, en conclusion de tout ça, et ensuite la parole vous sera donnée, accompagner la singularité de l'enfant TDAH, c'est comprendre que la différence ne doit pas être corrigée, mais par contre entretenue et valorisée. Il n'est pas nécessaire d'uniformiser les individus, mais il faut par contre permettre à chacun de se réaliser, de réaliser pleinement le sens unique de sa vie. Une approche qui est intégrée n'est donc pas seulement une méthode thérapeutique, elle est un engagement éthique et éducatif. Elle appelle justement à tisser des ponts entre clinique, pédagogie et famille pour que l'enfant ne soit pas réduit à une simple case diagnostique, mais reconnu comme porteur d'un potentiel singulier à déployer dans un monde qui a besoin de diversité cognitive. Alors, accompagner la singularité de l'enfant TDAH, c'est justement conjuguer la clinique, la pédagogie et l'éthique pour offrir un espace de croissance où la différence n'est plus un obstacle, mais un facteur d'avenir. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et la parole vous est donnée. Merci.